Salut, moi c'est Pollen, je suis illustratrice et aujourd'hui j'ai décidé de répondre aux questions qu'on me pose sur le freelance. Dans un premier temps, on va revenir sur la définition de illustratrice freelance. Le fait d'être freelance, ça indique avoir un statut d'auto-entrepreneur ou équivalent. Ça nous permet ensuite de pouvoir faire des factures en notre nom auprès des entreprises. Ce statut, on l'obtient soit en se déclarant au CFE si vous avez déjà votre statut, et si vous ne l'avez pas encore fait, aujourd'hui ça se fait directement sur le site de l'URSSAF que je vous mets en barre d'infos. Donc on peut soit se déclarer en tant qu'auto-entreprise ou alors en tant qu'artiste-auteur. Et moi c'est mon cas. Grâce à ça, on peut avoir un numéro de siret qu'on met sur nos factures et sur nos devis qui permettent ensuite aux entreprises qui travaillent avec nous de donner ce numéro-là aux impôts et de déclarer auprès de l'État qu'ils nous ont payé un service. Contrairement aux salariés, on ne va pas avoir une part de notre revenu qui part chaque mois pour l'entreprise, mais on a des cotisations à payer auprès de l'URSSAF. Soit l'URSSAF Limousin si on est artiste-auteur, soit l'URSSAF tout court si on est auto-entrepreneur. Ça représente entre 15 et 25% selon le statut qu'on choisit, et c'est une cotisation pour notre retraite, mais aussi la sécurité sociale, les congés maladie et les congés maternité, etc. Personnellement, du coup, je suis artiste-auteur depuis environ 2 ans et demi et je fais ça à plein temps, c'est mon métier. Étant donné que je suis très active sur Instagram, je reçois beaucoup de questions d'autres artistes qui veulent soit se lancer, soit qui sont déjà lancés mais qui sont un peu perdus. Et donc j'ai décidé de faire une boîte à questions en story. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram du coup si c'est pas fait, parce que j'en referai sûrement d'autres vidéos. Et donc je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais répondre aux questions qui sont plus sur vraiment le statut de freelance, donc possiblement la paperasse, etc. Et ensuite, je ferai une deuxième partie où je parlerai plus de ma vie personnelle parce que j'ai aussi des questions sur juste comment je gère la vie de freelance personnellement. Je vais commencer directement avec la première question qui m'a été posée qui est: est-ce que c'est une bonne idée de cumuler micro-entreprise et artiste-auteur? Pour ceux qui ne comprennent pas parfaitement cette question, la plupart du temps, quand on veut se mettre à son compte, on veut accepter le maximum de clients possible et donc on veut à la fois faire de l'illustration et à la fois faire du graphisme. Je sais qu'on n'est pas tous dans ce cas-là, mais c'est un schéma qui se répète quand même beaucoup. Le truc, c'est que en tant qu'illustrateur, le statut d'artiste-auteur nous correspond beaucoup plus, alors que en tant que graphiste, le statut de micro-entreprise nous correspond plus. Pour vous expliquer en bref, artiste-auteur représente un statut qui permet de vendre des droits d'auteur et de la prestation de services sur des œuvres originales, alors que la micro-entreprise ou l'auto-entreprise, on est plus sur de l'exé. Donc on va plus essayer de coller à une charte graphique d'entreprise qui existe déjà. Du coup, on peut être conseillé d'avoir les deux statuts à la fois, de séparer du coup les deux revenus et de payer les cotisations différemment selon les revenus. On va pas les payer en x2, il faut juste déclarer auprès de l'URSSAF les revenus en micro-entreprise et auprès d'URSSAF Limousin les revenus en tant qu'artiste-auteur, vraiment faire les comptes. Mais la plupart du temps, ce qui est mieux, c'est d'avoir un seul des deux régimes et possiblement faire un peu d'exé à côté des œuvres originales que tu fais, ou alors au contraire, faire beaucoup d'exé et faire un peu d'œuvres originales à côté. C'est pas du tout interdit par la loi, le but c'est d'avoir un métier principal et ensuite s'il y a des choses un peu différentes qui se font à côté, on ne se fera pas du tout taper sur les doigts. Donc choisissez plutôt selon les plus gros contrats que vous avez. Deuxième question, un peu dans la même vibes, est-ce qu'on peut se mettre en micro-entreprise puis changer? Alors oui, c'est totalement possible. Personnellement, c'était mon cas. J'étais en auto-entreprise avant et j'ai ensuite switché pour être artiste-auteur après avoir eu des conseils d'un professionnel. Il faut savoir que quand vous switchez, vous gardez en fait le même numéro de siret. Donc ça c'est très pratique, il ne change pas du tout sur les factures. Par contre, il faut clôturer la micro-entreprise ou l'auto-entreprise avant d'ouvrir une entreprise d'artiste. C'est juste un peu de paperasse, mais c'est totalement faisable et il n'y a aucun frais particulier. Ok, désolée, il n'y avait plus de batterie, j'ai dû la changer. Pour continuer, troisième question qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment tu fais pour fixer tes prix? Alors, il faut savoir que quand on fait un contrat avec une entreprise, la plupart du temps, on nous dit de facturer 300 € la journée en tant que freelance. C'est censé être une sorte de SMIC freelance,
parce que à tout ce qui est déclaration, recherche de clients, etc., on peut pas se permettre de travailler tous les jours. La moyenne, je crois, c'est travailler 10 jours par mois environ. Évidemment, ça change selon vraiment tous les profils, mais l'idée, c'est qu'avec 300 € par jour pendant 10 jours, on peut se retrouver avec à peu près un SMIC. Alors, pour le coup, c'est un prix que je varie beaucoup. Il y a des entreprises à qui je facture 300 € la journée, d'autres où je suis plus à 250 quand en fait ils vont vraiment me demander de travailler pour eux 2-3 semaines d'affilée ou alors vraiment de manière très très régulière. Et donc c'est un peu une manière de les remercier d'être un client aussi régulier. Et sinon pour les particuliers, je baisse beaucoup plus mes prix parce que je sais que c'est pas ce qu'on peut se permettre et aussi parce que c'est un plaisir pour moi de faire des portraits pour certaines personnes, etc. Et dans ce cas, je me base un peu sur le prix des autres artistes. Et pour les prix en marché, je regarde un peu, encore une fois, les prix des autres et je vois ce qui, moi, me permet d'être rentable sur un marché. Vraiment, les prix varient énormément et il faut se dire que sur les marchés, de toute manière, les articles se vendent au coup de cœur. Donc c'est pas 2-3 € de différence qui vont faire qu'une personne va acheter ou non sur votre marché. Donc basez-vous sur votre ressenti, n'essayez pas de casser les prix en vous disant que les gens vont acheter parce que vous êtes moins cher, ça veut strictement rien dire. Si vous voulez une anecdote, moi mon dernier marché, il y avait une personne à côté de moi qui était aussi illustratrice, qui avait vraiment les mêmes produits à moitié prix, même un peu moins que ceux sur un stand. Et pourtant j'ai fait beaucoup plus de ventes qu'elle parce que les gens avaient plus de coup de cœur sur ce que je vendais et aussi parce que j'ai la chance d'avoir une certaine communauté sur Insta qui fait que j'ai des clients qui viennent pour mon travail. Mais pour vous dire, les gens ne sont pas du tout allés sur son stand parce qu'elle était moins chère. Et ceux qui ont acheté sur son stand, c'est parce qu'ils aimaient les dessins tout simplement. Du coup, 4e question qu'on m'a beaucoup posée aussi, c'est comment tu gères ta boutique ? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai un compte Instagram, j'ai une chaîne YouTube, je suis présente sur les réseaux sociaux et j'ai aussi un Ko-fi. Ko-fi, c'est une plateforme un peu comme Patreon où les gens peuvent s'abonner, donc avoir des avantages tous les mois en me donnant un peu d'argent, mais aussi pouvoir avoir une boutique en ligne. Avant, j'étais sur Etsy, je suis ensuite passée sur un site que j'avais créé entièrement pour moi, ma boutique, et au final, donc j'ai fait ma boutique sur Ko-fi. Personnellement, je vends beaucoup plus en marché plutôt que sur ma boutique en ligne. La boutique en ligne, je vends plus pour Noël et à la sortie d'une nouvelle collection. La plupart du temps, c'est clairement pas ce qui va faire mon chiffre d'affaires. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis passée sur Ko-fi, c'est parce que Ko-fi, du coup, la plateforme est gratuite, donc ça me permet d'avoir une boutique de manière gratuite. Perso, j'avoue que je mets pas beaucoup ma boutique en ligne en avant, étant donné que c'est les marchés qui me rapportent et les contrats clients. Mais si vous, ça fonctionne, allez-y, foncez. Hein. Prochaine question. Est-ce que tu as créé une entreprise pour vendre sur ton Ko-fi ? Donc, comme je vous le disais, personnellement, je suis artiste-auteur. Je me suis pas posé la question en ouvrant mon Ko-fi, étant donné que j'avais déjà mon statut pour les entreprises. Mais sachez que pour ouvrir un compte Ko-fi, à aucun moment on m'a demandé mon numéro de siret en tout cas. Je pense que c'est bien, si on veut devenir freelance, d'ouvrir une entreprise, parce que dans tous les cas, à part les cotisations qu'on paye, c'est-à-dire le pourcentage sur les ventes, il n'y a aucun moment c'est un frais à donner, mais en soi je pense qu'il est totalement possible d'ouvrir un Ko-fi sans ouvrir son entreprise. C'est une petite plateforme, si on veut mettre juste des articles, des vlogs, donc je ne pense pas qu'il y ait besoin d'ouvrir une entreprise pour ça. Et enfin, dernière question pour le milieu professionnel. Pour démarrer ton statut, tu conseilles de faire que l'entourage proche ou aussi élargir avec les réseaux. Pour ceux qui n'ont pas totalement compris la question, en fait la personne m'avait fait un pavé pour l'expliquer, c'est moi qui ai décidé de la résumer de cette manière-là. En fait c'était surtout pour savoir si pour les commandes, etc., c'était mieux d'en parler autour ou alors de vraiment se focaliser sur les réseaux sociaux et essayer de monter une communauté et d'en parler un maximum. La réponse que j'ai à donner, c'est non, c'est mieux de démarrer avec les proches. Déjà dans un premier temps parce que c'est des personnes qui sont beaucoup plus flexibles que des inconnus. Donc s'il y a un souci, ils vont vous le dire, ils vont pas être fâchés et ça va être beaucoup plus simple. Et aussi parce que une fois que vous aurez des clients que vous ne connaissez pas, vous saurez déjà quoi dire, quoi faire, vous aurez déjà une expérience en fait tout simplement. Et je pense que ça peut vraiment être un plus une fois qu'on commence.
Personnellement, c'est ce que j'ai fait et ça m'a beaucoup aidé à savoir quelles questions poser au départ, à savoir quel est le rendu que les personnes voulaient, à quelle étape, et aussi accepter beaucoup plus facilement les critiques. Il faut savoir qu'à la fin, c'est peut-être votre dessin, mais c'est la personne qui a commandé et c'est elle qui a payé. Il faut accepter les critiques, c'est pas contre votre dessin, c'est la volonté de la personne. Si elle veut du rose au lieu du bleu, et ben elle aura du rose à la place du bleu. N'insistez pas trop non plus, sans pour autant vous laisser marcher dessus, bien évidemment. Personnellement, je limite les retours à 3. Au-delà de ça, il y a des frais supplémentaires qui s'ajoutent. N'hésitez pas à faire de même, histoire de pas passer 3 semaines sur juste un petit dessin. Du coup, deuxième partie qui est un peu plus sur ma vie personnelle, mais qui sont des questions qui reviennent énormément. Je les ai regroupées, étant donné qu'il y a des questions qui se ressemblaient beaucoup. Et la question qu'on me pose énormément du coup, c'est quel est ton parcours et depuis quand tu dessines? Si vous voulez les choses en détail, vous pouvez aller voir ma vidéo YouTube sur le bilan de mes 25 ans où je parle un peu de mon parcours. Et pour vous faire une version courte, moi ma maman elle est infographiste et donc j'ai toujours un peu baigné dans le graphisme depuis toute petite. Depuis quand je dessine, depuis toujours en fait, depuis qu'on peut tenir un crayon. J'ai eu des cours de dessin très jeunes, des cours de créativité et ensuite j'ai continué à dessiner et à part de rares périodes où je me concentrais plus sur le fait d'être une ado et de se construire, j'ai toujours dessiné. J'ai ensuite du coup fait un master de direction artistique dans une école d'art pendant 5 ans. J'ai fait une alternance et donc ensuite en sortie d'école, à 21 ou 22 ans, je me suis lancée en freelance et depuis j'ai jamais arrêté. Donc par la suite, comment trouves-tu tes clients et est-ce toi qui démarches tes clients ou l'inverse et comment? Alors, j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois mais je vais encore me répéter ici parce que je sais que c'est la plus grande peur des freelances, se mettre à son compte et au final ne pas avoir de clients. Donc je comprends totalement que cette question revienne autant. Il faut savoir qu'il y a un peu des deux. Il y a des clients que je démarche et des clients qui me démarchent. Ça dépend vraiment du milieu, ça dépend de l'expérience et ça dépend du client surtout. Les clients qui me démarchent la plupart du temps, c'est sur LinkedIn, en voyant mon expérience ou alors en envoyant des chercheurs de tête qui derrière du coup vont trouver mon profil intéressant et vont l'envoyer à une entreprise ou même par message Instagram de plus en plus récemment. Mais au début c'est beaucoup plus moi qui démarchais et encore aujourd'hui j'essaie de démarcher maintenant d'une nouvelle manière en proposant des collaborations ou en envoyant des messages à des entreprises qui mettent des offres disant qu'elles recherchent un CDI illustratrice ou graphiste. Je leur envoie donc un mail pour leur proposer mes services en tant que freelance, leur disant n'hésitez pas si vous voulez me prendre un peu en backup si l'illustrateur que vous avez pris est débordé, malade, en vacances, comme ça vous avez quelqu'un pour le remplacer et vous retrouvez pas avec une personne en moins dans l'équipe. C'est comme ça que ça fonctionne pour beaucoup d'entreprises. Après, il y a beaucoup de startups aussi que j'ai démarché, donc je suis directement allée les voir sur leur stand, ou alors j'ai directement envoyé un mail, fait des appels. Vraiment, il y a un peu tout qui fonctionne, ça dépend vraiment des entreprises. Ensuite, une autre question qu'on me pose beaucoup, comment as-tu fait pour devenir intervenante? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis intervenante depuis 6 mois dans une école supérieure pour les bachelors et masters dans l'école ESDAC à Toulouse. Intervenante, c'est un peu comme être prof, sauf que je n'ai pas de diplôme de prof et que l'école se base seulement sur l'expérience que j'ai et que je peux partager aux élèves. Je donne donc des cours de graphisme au bachelor et des cours de design éditorial au master. Et du coup, comment j'ai fait pour devenir intervenante? Tout simplement en postant sur Instagram des conseils pour les jeunes artistes, en faisant des vidéos YouTube, etc. Sur LinkedIn, l'école, elle m'a repérée, elle a vu que j'étais à Toulouse et donc j'ai passé un entretien et j'ai été prise tout simplement. Vraiment, je le répète jamais assez, mais ne sous-estimez pas LinkedIn. Moi, il y a plein de clients qui me contactent avec LinkedIn et ils vont ensuite voir mes réseaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le CV, le portfolio, mais ils me trouvent sur LinkedIn. Donc faites attention d'avoir vraiment une belle page de présentation. Et pour tout vous dire, du coup, je suis intervenante jusqu'à juin-juillet et j'ai un point le mois prochain pour savoir si on continue l'année prochaine ou pas, si je fais plus d'heures ou pas, si je donne les mêmes cours, des cours différents. Et pour être franche, j'ai un rendez-vous dans 24 heures avec un atelier de Toulouse pour pouvoir proposer l'apprentissage de la peinture aux enfants et aux adultes. Donc ça sera
incroyables aussi. Et pour le coup, eux, c'est moi qui les ai démarchés. J'ai regardé tous les studios autour de chez moi et je les ai contactés un à un pour savoir s'il y avait des disponibilités pour que je puisse animer des ateliers, tout simplement. Ensuite, d'après ton expérience, quels sont les produits qui se vendent le mieux et le moins bien sur les marchés ? Comment sais-tu quels produits vont plaire ? Alors, ça c'est juste l'expérience qui parle, c'est-à-dire qu'au départ, on lance des trucs à droite et à gauche et on voit où ça mord, tout simplement. Il n'y a pas de formule magique, on peut pas savoir ce qui va plaire ou pas. Surtout que ça peut plaire sur notre stand et pas plaire sur l'autre, et ça peut plaire sur l'autre et pas plaire sur notre stand. Quand je fais les comptes sur mes marchés, c'est vraiment 50-50 de 50% goodies, 50% print imprimé. Et donc c'est pas les produits en eux-mêmes en fait qui plaisent ou ne plaisent pas, c'est vraiment plus les designs. Il y a des illustrations en format A5, A6 ou A4 que je vends mais par dizaines sur des marchés, et il y en a d'autres qui se vendent absolument pas. Donc c'est beaucoup plus l'illustration que vous allez mettre dessus qui va faire la différence plutôt que le produit en lui-même. Pour le coup par exemple, je vends des pins et j'ai vraiment des pins qui au bout d'un marché je n'en ai plus aucun en stock, et d'autres pins au bout d'un an j'en ai toujours une vingtaine dans le sac et ils ne partent pas. Donc ça dépend vraiment du design. Mais si vous voulez une valeur sûre, les stickers la plupart du temps ça part bien. Je pense que c'est important aussi de choisir si on souhaite proposer des produits qui sont agréables à offrir, par exemple des cartes de Saint-Valentin, des cartes de Noël, etc. Ou alors des produits qui sont agréables à s'offrir à soi-même. Donc plus des choses, des petits messages positifs qu'on veut poser dans la chambre, etc. Il faut un peu avoir une vision par rapport à ça, se dire pourquoi acheter ça, pour le mettre où et à quelle occasion. C'est vraiment le plus important. Je sors une collection bientôt qui est vraiment pour Toulouse, donc qui je pense ne plaira pas du tout sur la boutique en ligne mais qui va bien fonctionner sur les marchés, et qui sont des choses plus pour être fière de soi-même. Alors que par exemple mon amie Cassandra, qui est aussi illustratrice à Toulouse, je vous mets son Insta juste ici, elle fait beaucoup plus des cartes à offrir, que ce soit en amour, en amitié, en tout cas ça se vend comme des petits pains, mais c'est à offrir. Alors que moi les gens veulent plus avoir mes illustrations pour pouvoir les exposer dans leur cuisine ou leur salon. À vous de voir. Ok, prochaine question qu'on me pose aussi beaucoup. Comment gères-tu Instagram et les réseaux sociaux ? Ça c'est toute une question. Il faut savoir que sur Instagram, j'ai bientôt 6000 abonnés. Même si vous n'êtes pas du tout beaucoup sur YouTube, moi c'est un format que j'aime bien donc je continue, mais c'est vraiment Instagram qui fonctionne le plus pour moi. Ma communauté, elle a vraiment grandi en 2024. J'ai commencé l'année avec 1000 abonnés et maintenant j'en suis bientôt à 6000, donc j'ai gagné 5000 abonnés en un an, c'est énorme, merci beaucoup, mais c'est surtout arrivé parce que j'étais extrêmement rigoureuse. J'ai vraiment fait en sorte de poster 3 fois par semaine des reels, des trends, des choses qui fonctionnent, noter ce qui fonctionne pas, pousse les gens à liker, à partager, et d'autres qui poussent à commenter qu'est-ce qu'il faut poster quand le compte est en down, et les moments de pause, à quel moment je peux les placer, etc. C'est quelque chose qui vient franchement avec l'expérience. Pour vous expliquer un peu comment je fais, en fait Instagram j'utilise vraiment de manière 100% professionnelle. Le loisir, je l'utilise beaucoup plus sur TikTok, et du coup mon feed Insta c'est vraiment que des artistes. C'est que des artistes, des trends, des idées originales, c'est que de la proposition d'art, de nouveaux formats, de nouveaux audios. Et donc, dès que je vais sur Instagram, en fait, c'est pour enregistrer des reels que je trouve intéressants. Je ne copie pas les reels originaux, évidemment. Je suis des trends qui existent déjà ou je fais mes propres reels. Et donc, quand il est temps de créer un reels, en fait, je vais juste dans mes enregistrements Instagram et je note toutes les vidéos qu'il faut que je tourne pour pouvoir les réaliser. À chaque début de mois, je me fais une liste en me disant qu'il me faut une vidéo de moi en train de dessiner, une vidéo de mon iPad, une vidéo de moi en train de travailler sur l'ordinateur, une vidéo de moi qui sourit, qui montre un appareil photo, etc., etc. Et ensuite, je me prends toute une journée où je ne fais que me faire des mini-vidéos de moi qui ensuite vont être mises dans le Reels. De cette manière, en fait, j'ai déjà plein de petits plans et je peux prévoir plusieurs semaines à l'avance des Reels. Pour les posts, la plupart du temps, ça vient très naturellement. J'ai un Drawing My Style qui m'intéresse. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est redessiner l'illustration qui existe déjà, mais dans notre style. C'est un challenge sur Insta qui est très très cool. Ou sinon, je fais des posts pour les nouvelles collabs que j'ai faites, des projets qui avancent pour moi, ou même des propositions de collaboration de certaines entreprises. Les posts, en fait, ça va plutôt facilement parce que j'en fais que 3-4 par mois. C'est plus les Reels du coup qui prennent beaucoup plus de temps.
Et enfin, toute dernière question de cette vidéo. À quoi ressemble une semaine type pour toi? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout conscience de à quoi ressemble le quotidien d'un freelance, parce que c'est quand même un métier très bizarre. Il faut savoir que, par exemple, personnellement, j'ai travaillé pendant toutes les vacances d'hiver, donc j'ai travaillé du 20 décembre au 11 janvier à peu près, et donc quand tout le monde est en train de fêter Noël, moi j'ai eu un jour férié et les autres moments j'ai travaillé. Le lendemain du Nouvel An, j'ai travaillé aussi. C'est un emploi du temps très bizarre, mais derrière, j'ai pas eu besoin de travailler en janvier. C'est vraiment un rythme à prendre qui est très particulier. Et le plus important, c'est vraiment d'être rigoureux, parce que personne ne va vous pousser à vous lever le matin, personne ne va vous pousser à contacter des clients, et si vous ne le faites pas, vous pouvez très vite vous retrouver avec finalement un quotidien de personnes qui n'a pas de travail, alors que vous en avez un. Être freelance, c'est évidemment un travail. Mais du coup, une semaine type, comment je pourrais vous l'expliquer? Je fais en sorte de mettre mon réveil vers 9h, et ensuite je check mes mails, je travaille pour des clients si c'est un jour de travail, et si ça ne l'est pas, je recherche soit de nouveaux clients, soit je travaille sur mes projets personnels, comme mon jeu de tarot, ou alors les nouvelles collections que je veux sortir pour les prochains marchés. Et ensuite, je m'occupe un peu d'Instagram sur ma pause du midi. Et l'après-midi, ça peut être du coworking, ça peut être sortir, ça peut être préparer des vacances, ça peut être travailler bien évidemment pour un client, mais aussi tourner une vidéo YouTube, parce que pour vous donner un exemple, actuellement on est mercredi et il est 17h. Voilà, donc je fais en sorte que mes jours de semaine, même si je n'ai pas de clients, je travaille tout de même, histoire de garder un rythme, parce que très vite on peut se retrouver à juste rester dans le canapé et regarder des vidéos YouTube. Par contre, pour les semaines de marché, là c'est pas du tout pareil, parce que les marchés la plupart du temps c'est le week-end, et donc pendant la semaine je vais plus gérer mes fichiers, aller chez l'imprimeur. Pour ceux qui se demandent, je vais chez Corep à Toulouse, qui est un petit imprimeur du coin, et donc je prépare mes stocks, je plastifie, j'en parle sur les réseaux sociaux, je fais possiblement une affiche si c'est un marché qui me demande de le faire, ou alors j'en fais un post. Et j'essaye de mettre des stories un peu tous les jours, de le partager. Donc c'est un cas particulier parce que je travaille un jour de week-end, et dans ce cas-là, je fais en sorte que je passe mon lundi à me reposer. Voilà, sachez que mon quotidien, c'est mon quotidien, et que si vous posez la question à d'autres freelances, ils vous répondront sûrement totalement autre chose. Je vous conseille juste de trouver votre rythme qui vous convient et qui vous permet de travailler sans vous mettre trop de pression, mais qui vous permet quand même d'avoir un certain cadre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires s'il y a des questions auxquelles vous auriez voulu que je réponde et que je n'ai pas fait. Avec plaisir, je ferai une deuxième vidéo sur le sujet. Moi, je vais vous laisser parce que du coup, j'ai un chat à nourrir et une vidéo à monter. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime et abonnez-vous parce que je compte évidemment en faire d'autres. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!